Donc au sommet de la société inca se trouve une figure singulière, sans équivalent exact dans le monde européen du XVIe siècle, l'Inca. Il n'est pas seulement un souverain politique, il est à la fois chef militaire, fondateur de lignage, intermédiaire entre les dieux et les hommes et pivot de l'ordre impérial. Comprendre l'empire inca impose donc de comprendre la nature très particulière de son pouvoir. L'Inca est d'abord un guerrier. Il n'hérite pas automatiquement du trône par un droit de primogéniture strict. Il doit s'imposer. Dans l'élite cusquéenne, chaque descendant d'un souverain est un prétendant potentiel, c'est vrai. Les fils, petits-fils et arrière-petits-fils des Incas précédents, les Auqui, se partagent les territoires conquis par leurs ancêtres. Et pour accéder au pouvoir suprême, il ne suffit pas de naître, il faut démontrer sa valeur, principalement par la guerre. Ce système encourage l'expansion territoriale du coup, mais il engendre aussi des rivalités constantes, des intrigues et des crises de succession violentes. On avait un peu la même chose sous les Mérovingiens et les Carolingiens. L'absence de règles de succession claires fragilise évidemment profondément le régime. À la mort de chaque Inca, les alliances personnelles tissées avec les seigneurs provinciaux sont rompues. Ça, c'est la différence avec nous. Les caciques se sentent libérés de leurs obligations. Et les révoltes éclatent, évidemment. Le nouveau souverain doit donc reconquérir politiquement, parfois militairement, l'empire hérité de son prédécesseur. Tupac Inca est ainsi contraint de reprendre plusieurs territoires conquis par son père, Pachacuti, tant les soulèvements sont nombreux après sa mort. Pour tenter de limiter ces conflits, l'Inca épouse sa sœur pour renforcer la légitimité de sa lignée et désigne lui-même un successeur parmi ses fils. Mais cette précaution, je vous le dis tout de suite, ne suffit pas à neutraliser les ambitions des fils des épouses secondaires, ni celles des parents plus éloignés. Les luttes de pouvoir restent donc structurelles et permanentes. Le souverain se définit aussi comme un fondateur de lignage. Je vous le disais, une fois sur le trône, l'Inca constitue son propre Heilu. Il se crée un vaste domaine foncier dont les revenus deviennent le patrimoine exclusif de ses descendants. Il s'inscrit ainsi dans la continuité des ancêtres fondateurs mythiques de l'histoire inca. Comme eux, il transforme le paysage. Il fait construire d'immenses complexes de terrasses agricoles et de canaux d'irrigation, notamment dans la vallée de Vilcanota. Ces aménagements ne répondent pas seulement à des besoins économiques, ils sont une démonstration de puissance. Ils rappellent à tous que l'Inca est un héros agricole capable de dompter la montagne et de rendre la terre fertile. Mais l'Inca est plus qu'un roi et plus qu'un chef de lignage. Il est doté d'une nature quasi divine. Descendant du soleil, il est traité comme un dieu vivant. Personne n'a le droit de voir son visage. Quand il reçoit des visiteurs de haut rang, il se tient dissimulé derrière un voile tenu par des serviteurs. Ses interlocuteurs doivent se présenter pieds nus, la tête baissée, portant une charge sur la nuque, posture d'humilité qui les oblige à regarder le sol. La distance physique et symbolique entre le souverain et ses sujets est également soigneusement mise en scène. Les insignes aussi du pouvoir sont éloquents. 2 d'entre eux sont des armes, le champi, une massue, et le suntur pakwar, une hallebarde cérémonielle propre aux Incas. S'y ajoute le tupayauri, un sceptre d'or en forme de hache, et surtout le mascapayacha, une tresse multicolore ornée d'une frange rouge et de petits tubes d'or portés sur le front. Contrairement à une couronne européenne, le mascapayacha ou payacha n'est pas une coiffe figée. Certains représentants du pouvoir en portent une version comme étendard, mais le pompon frontal est la propriété exclusive de l'Inca, fabriquée spécialement pour chaque nouveau souverain. L'Inca est aussi l'État incarné. Il ne gouverne pas depuis un palais immobile. Il passe une grande partie de son règne à voyager à travers l'Empire, porté sur une litière somptueuse, entouré de milliers de soldats, de serviteurs, de dignitaires et de son épouse principale. Cette caravane spectaculaire traverse les provinces pour manifester la puissance du souverain à des populations qui, pour la plupart, ne verront jamais Cusco. Elle donne à voir un empire unifié, ordonné, pacifié, en tout cas en apparence, puisque les porteurs et les soldats proviennent de toutes les nations soumises et arborent leurs costumes distinctifs. Ce gouvernement itinérant
permet à l'Inca d'entretenir directement ses relations avec les élites locales. Il donne, il récompense, il rappelle les obligations. L'autorité impériale est sans cesse rejouée, réaffirmée, performée. Elle ne repose jamais sur l'évidence, mais sur une démonstration permanente de prestige, de générosité et de puissance. Le pouvoir de l'Inca est donc immense, mais il repose sur un équilibre instable, vous l'avez compris. Il dépend de sa capacité à conquérir, à redistribuer, à maintenir des alliances personnelles et à incarner l'ordre du monde. Et tant que cette figure tient, l'Empire fonctionne. Mais dès qu'elle disparaît, les fissures apparaissent. C'est cette fragilité intrinsèque, inscrite au cœur même de la monarchie inca, qui pèsera lourd quand les Espagnols entreront en scène.